La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus depuis notre atrium pour ce rendez-vous, votre TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font. Et encore ce soir, nous allons passer une demi-heure à explorer un univers particulièrement important, celui qui sécurise nos parcours et nos vies tout au long des années. On va vous en dire un petit peu plus avec un invité prestigieux et un parterre également prestigieux ce soir dans cet écrin. Avant cela, permettez-moi de vous présenter les trois personnes qui vont chroniquer notre invité dans un instant. Cher Maurice Bourrigaud, merci d'être avec nous, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. C'est un domaine qui vous a toujours passionné. La passion également pour maître Hélène Lodic-Baron, ancien bâtonnière. Vous êtes membre du Conseil national des barreaux et puis quelqu'un pour qui cette question de la défense du territoire intéresse particulièrement. Merci, cher Hervé Kermarec, le président du MEDEF Bretagne. Merci à vous trois. Nous allons parler de sécurité, de défense du territoire avec notre invité que je vous demande vraiment d'accueillir bien fort, le général de corps d'armée, officier général de la zone de défense et de sécurité ouest. Je vous demande d'accueillir le général Laurent Michon. Mon général, vous avez un micro à vos côtés pour effectuer cette interview. Il est sur votre siège à votre gauche, main gauche, vous allez le trouver sous la veste, voilà, pour pouvoir répondre aux questions de nos trois chroniqueurs. Mon général, merci beaucoup. On va parler avec vous d'un métier qui est noble, vous qui avez aussi été toujours un très grand serviteur de la France. Vous avez conduit cette opération Barkhane au Mali. On va avoir l'occasion de vous entendre sur ce devoir pour servir la France. Juste une question pour peut-être mieux vous connaître. Vous avez eu toujours ça dans vos gènes, cette volonté de servir, d'être au service d'un pays, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'abnégation. Oui, en tous les cas, assez jeune, vers l'âge de 15 ans, j'ai décidé de servir mon pays. Je ne suis pas du tout d'une famille de militaires. Et donc, ce choix est assez ancien, effectivement. J'ai pu le confirmer en allant dans un établissement militaire, un lycée, pour savoir si vraiment ça me plaisait. Et aujourd'hui, 40 ans après, je suis là. Donc oui, c'est assez ancien. C'est assez ancien. J'aimerais, avant que l'on vous entende, que nous vous applaudissions, applaudir vraiment tous ces militaires qui, aux quatre coins du globe, sont là aussi pour assurer notre sécurité. Merci à eux. Eh bien, on va les applaudir vraiment très très fort parce que c'est aussi au péril de votre vie. Je crois que c'est eux qu'il faut applaudir et ceux qui le représentent derrière, vraiment. Merci à vous, merci de ce geste qui n'est pas anodin et que je mesure, qui est celui un peu, excusez-moi, mais de la nation à ses armées, qui sont représentées par la diversité des uniformes derrière moi. Et que ces applaudissements soient vraiment ressentis à travers du globe parce que vous êtes là pour nous et vraiment au péril de vos vies. Mon général, un chiffre. Vous êtes à la tête de 60 000 personnes, 4 régions, 20 départements. Et comme c'est une émission économique, j'avais envie de vous demander si il n'y avait pas aussi ce statut de capitaine, de grand capitaine d'industrie quand même, lorsque l'on a autant de responsabilités. Alors, capitaine d'industrie, c'est un joli terme, surtout pour capitaine d'ailleurs.
Pour un général? Pour un général, d'abord, ça rajeunit. Ensuite, capitaine, on est capitaine sur un bateau. Il y a un pacha, mais c'est un capitaine. Capitaine, c'est un grade qui concerne toutes les armées. Et qui veut bien dire ce qu'il signifie dans l'industrie comme dans les armées, à savoir un meneur d'hommes, d'abord, que l'on soit dans une entreprise, que l'on soit dans le service à la nation. Et oui, capitaine d'industrie, tous les chefs le sont un peu, tous les chefs militaires le sont un peu, que l'industrie soit très petite. Un chef de section, un lieutenant qui commande 30 hommes, c'est une forme de capitaine d'industrie déjà. 60 000, c'est évidemment une grande industrie. En revanche, je vous avoue que je ne me reconnais pas trop dans le terme industrie parce qu'il y a un côté mécanique qui ne correspond pas à la vocation fondamentale des armées. Bien sûr que nous aimons la technologie, nous aimons la mécanique, nous aimons les chars, les avions, les bateaux, parce qu'ils nous apportent, mais je me reconnais mieux dans capitaine que dans capitaine d'industrie, évidemment. Et les capitaines, également dans le milieu du sport, ça veut dire quelque chose pour entraîner aussi des hommes à la victoire. Maurice Bourrigaud. Vous avez répondu à ma première question, comment allez-vous? Je vais bien, mais c'est à mes subordonnés de le dire si je vais bien. Je crois que je suis pas mal en forme en ce moment. C'est le mental du chef qui nous intéresse, et là c'est une question extrêmement sérieuse. Je vous ai entendu présenter vos vœux le 31 janvier, pour être sûr que le président de la République ne s'exprimerait pas après vous. Pourquoi le 31 janvier? Mais vous nous direz surtout pourquoi, lorsque vous exprimez ce qu'est la situation, ce qu'est l'intention et ce qu'est l'exécution, vous êtes très net sur le fait qu'il y a une désinhibition aujourd'hui de l'usage de la force. Oui, ça me semble assez clair depuis d'ailleurs quelque temps. L'Ukraine ne faisant que révéler à nouveau cela, la désinhibition de l'emploi de la force, par un État. Et quel État? Pour répondre à votre question, pourquoi les vœux le 31 janvier? Parce que c'est le dernier jour autorisé dans le cadre d'emploi. Parce que, en tant que militaire, je suis évidemment apolitique et que, d'une certaine façon, le 31 janvier, je suis le dernier à prononcer mes vœux aux uns et aux autres, à la société civile comme à mes propres troupes d'ailleurs. J'ai effectivement essayé d'être clair sur le réalisme ou la façon dont, objectivement, nous voyons les risques et les menaces s'amonceler. En fait, ils s'ajoutent pour le pays, me semble-t-il, au terrorisme qui est toujours là. S'ajoutent des risques d'une guerre qui est assez proche, qui nous touche directement, qui vous touche directement, le monde des entreprises, les conséquences énergétiques, j'en passe et des meilleures. Et donc des risques qui sont assez pérennes, je pense, quelle que soit la phase escalatoire du conflit ukrainien dans lequel nous sommes. Je parle d'espionnage, de sabotage, voire d'agression, où en France, un petit peu, mais surtout, je peux en témoigner à l'extérieur, dans toutes les puissances moyennes du vaste monde, preuve est faite qu'on peut employer la force pour envahir son voisin. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais justement, ça revient, et ce n'est pas un facteur, évidemment, ni de stabilité, ni de bonheur des peuples. En tout cas, notre mission à nous, armés, est de nous y préparer. Maître Hélène Lodic-Baron. Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, vous assurez le commandement d'une immense région, 20 départements qui couvrent 20% de la population française, 20% du territoire et 20% des forces armées françaises. Comment est-ce que vous y prenez pour gérer un si grand territoire? Quels sont vos relais locaux? Quelles sont les missions de proximité assurées par l'armée? Alors en fait, j'ai plusieurs missions dans cette tâche de commandement en général. D'abord, chaque armée, la marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, reçoit ses propres ordres pour se préparer au combat, pour se déployer. Et donc moi, je ne fais qu'assurer la cohérence d'ensemble, notamment en termes de soutien, en termes de soutien général pour cette assez grande et dynamique zone. Ensuite, je suis le conseiller militaire du préfet de zone. C'est pour ça que je suis à Rennes, d'ailleurs, puisque nous avons calqué notre dispositif de défense et de sécurité sur l'architecture préfectorale, qui est bien celle qui permet à l'État, d'exécuter un certain nombre de politiques publiques, etc. Nous venons nous adosser à ce maillage, et je suis le conseiller militaire du préfet de la zone, si vous voulez. Et enfin, pour la partie armée de terre, là, j'ai un rôle plus direct envers les 7 régiments et les 7 écoles qui se trouvent dans cette vaste zone. Donc, en réalité, comment je résous cette équation un peu insoluble
de commander autant de monde? Je m'appuie tout simplement sur quelques subordonnés, assez peu nombreux en réalité, puisqu'on a usage de dire que, je ne sais pas comment fait un capitaine d'industrie, mais chez nous, entre 4 et 7 subordonnés, c'est bien et ça suffit. Hervé Kermarek. Oui, moi je voudrais revenir sur les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien. Je pense que personne n'avait imaginé qu'un jour il y aurait une guerre à nos frontières. Mais les conséquences économiques, on les connaît aujourd'hui, difficulté d'approvisionnement, renchérissement du coût de l'énergie. Mais il y a une chose qui peut nous surprendre en revanche, c'est qu'aucun des scénarios économiques n'avait été envisagé. Est-ce qu'on avait envisagé que la Russie serait incapable, ou qu'on fermerait plus exactement le gaz à la Russie, qu'on couperait le pétrole et que ça aurait ses conséquences pour l'entreprise? Il est donc urgent, parce que ces scénarios n'avaient pas été envisagés, que la France en envisage d'autres. Et par exemple, le conflit Chine-Taïwan, qui peut être une seconde menace dans la géopolitique. Est-ce que vous pouvez nous assurer en général que la France réfléchit à des scénarios économiques qui pourraient contraindre encore un peu plus les entreprises françaises? Alors, ce dont je peux témoigner, c'est que les armées, et je parle pour les armées, adorent planifier. Donc nous planifions un certain nombre de choses qui sont des choses à très court, moyen, voire long terme, sur un certain nombre de, encore une fois, risques et menaces directes ou des risques qui peuvent nous impacter, même s'ils nous concernent moins directement, a priori. Donc les occurrences de conflits majeurs, y compris l'affrontement ou la compétition, terme qu'on emploie de plus en plus avant la confrontation entre, par exemple, Chine et Taïwan, ou entre Américains et Chinois, pour parler des grandes puissances. C'est des choses que, évidemment, nous essayons d'analyser, non pas pour avoir une boule de cristal et savoir qui, quand, comment, à quel instant va se passer telle ou telle chose, qui est illusoire. Nous serons toujours surpris, collectivement, mais pour discerner un certain nombre de critères que nous, armées, devons préparer sur, je ne sais pas moi, des sujets de souveraineté. Quelles modifications dans nos approvisionnements? Comment construire un outil de défense demain, des matières rares, ou pas si rares, mais spécifiquement nécessaires aux armées? Voilà. Donc ça, nous nous y préparons, oui. Est-ce que la stratégie générale du pays envisage tous les cas de figure? C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Vous savez qu'au-dessus d'une stratégie militaire, cette stratégie militaire n'a de sens que si au-dessus, il y a une stratégie générale pour l'avenir du pays. Je crois que c'est ce qu'ont essayé de décrypter en termes d'analyse et décliner ensuite tous les gouvernements successifs. Donc c'est pour ça que nous écrivons par exemple des livres blancs de façon assez régulière ou des révisions de contexte stratégique, et qu'aujourd'hui on sort d'une phase où la loi de programmation militaire traduit un certain nombre d'efforts qui paraissent indispensables à la nation. Je ne sais pas comment la loi de programmation militaire va être déclinée, et vous, entreprise, ça vous intéresse directement, surtout en zone Bretagne ou dans le Grand Ouest en général. Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'axes ont été fixés, et précisément, alors rappelés pour certains ou confirmés, et certains même nouveaux par le président de la République, sur la façon dont on doit se préparer, j'allais dire, à la mode, on se prépare à la conflictualité de demain. En clair, à la nouvelle forme des conflits, que ce soit Chine-Taïwan ou d'autres, quel que soit le moment et le lieu où ils vont apparaître, parce que malheureusement, inéluctablement, ils vont apparaître. Et donc cette loi de programmation militaire est une forme de réponse de la nation à votre sujet et votre question précise, sur des axes d'effort, de modernisation et d'anticiper non pas la suite du conflit, de la guerre entre Ukraine et Russie, mais sur les conflits qui arriveront en 2030, 2040, 2050, 2060. La loi de programmation militaire et ce qu'elle induit comme effort a bien cette ambition-là, ce qui est assez d'ailleurs effrayant en termes de responsabilité, aussi bien politique d'abord que militaire ensuite, mais aussi pour vous, entrepreneurs, en tout cas monde économique. Donc on va aborder, j'imagine, cyber, fonds marins, espace, modernisation des armées, etc., etc. Alors le cyber a fait de la Bretagne, et ça avait été voulu par Jean-Yves Le Drian, est devenu cette Bretagne une place très forte en emploi et en qualité. On dit souvent, ou on entend souvent dire que la clé du succès, c'est l'investissement humain. Le recrutement dans l'armée, c'est quelque chose qui est important. Savoir bien recruter pour peut-être aussi offrir de véritables carrières où on peut s'épanouir, parce que la palette est très large. Oui, votre question prouve que vous nous connaissez bien. En premier et avant tout, et quelle que soit l'armée et la couleur d'uniforme,
le recrutement et la sélection des chefs sont des enjeux majeurs. Le recrutement d'abord. Nous avons besoin d'armées jeunes. Jeunes pour les soldats, c'est une évidence par les exigences physiques du métier si particulier, mais jeunes dans son état d'esprit. Et donc, nous avons besoin de recruter effectivement des soldats d'active, des soldats de réserve aussi. Et là aussi, parfois, on peut avoir des relations avec les entreprises qui sont améliorables, pour dire franchement les choses. Donc nous avons un enjeu majeur de recrutement. Et vous savez bien, il suffit de longer les autoroutes pour voir que tout le monde a cet enjeu. Il est très vrai chez nous, aujourd'hui comme hier. Nous recrutons assez les armées françaises. Je tiens à le noter, puisque nos camarades étrangers ne sont pas dans la même situation. Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, aucune de ces nations n'arrive à recruter suffisamment, ni en nombre, ni en qualité, pour, j'allais dire, remplir les rangs, alors que nous y arrivons, avec difficulté, en mettant beaucoup d'énergie, mais nous y arrivons. Le deuxième sujet dans votre question, c'est bien la sélection des chefs. Et nous avons, je pense, un système extrêmement sain d'escalier social qui commence pour tout soldat assez vite. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de service au sein des armées, on lui propose de progresser. Donc chacun a son bâton de maréchal, selon l'expression. Nous avons un système de formation continue auquel on tient comme à la prunelle de nos yeux. Nous formons nos chefs, nous les faisons grandir, et on est chef dès le grade de caporal, c'est-à-dire assez vite. Ça, c'est vital pour la colonne vertébrale des armées, afin qu'elles sachent toutes affronter les chocs, quels qu'ils soient. Maurice. Alors, c'est une émission apolitique, et c'est une émission économique pédagogique. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez en tête quand on dit résilience, résistance, tout ça, c'est pas assez explicite. Mais j'aimerais que vous expliquiez ce que ça veut dire que vous qui avez pour métier d'être en capacité de projeter des forces à l'extérieur, de les projeter en défense, à l'intérieur aussi, mais à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple, les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, les administrations, l'administration publique, tous les corps sociaux doivent se préparer à encaisser des chocs violents? Alors, je vois, moi, 2 étapes dans la capacité d'encaisse, qui est un terme que j'aime bien, effectivement, face au choc. D'abord, il faut s'y être préparé pour avoir une organisation, et ça commence là aussi par la chaîne de commandement, c'est-à-dire une forme de redondance, un adjoint qui sait remplacer son chef lorsque le chef n'est plus disponible, ou blessé au combat, ou covidé. Une forme de redondance de la chaîne de commandement, pour que, si vous voulez, toute l'articulation soit encore capable de réagir, puis relancer ce qu'elle a à faire, sa mission, son entreprise, etc. Ça veut dire former ses adjoints, ça veut dire former ses voisins, pour qu'ils sachent vous suppléer si vous êtes momentanément indisponible. Ça veut dire aussi et surtout savoir travailler un peu en mode dégradé lorsqu'on a une coupure d'électricité, lorsqu'on a un empêchement de disponibilité de matériel, quel qu'il soit, et donc une certaine forme d'autonomie. Là, je parle pour les armées plus spécialement, lorsqu'on a optimisé, la RGPP est passée par là, on a externalisé beaucoup de choses dans les armées, et donc nous ne sommes plus tout à fait aussi autonomes que nous le souhaiterions, en tout cas que je le souhaiterais. Et donc l'autonomie pour savoir fonctionner en mode dégradé, même si tout va mal, c'est une vraie qualité pour les armées, indispensable. Je pense que c'est une vraie qualité pour une entreprise, une collectivité territoriale, etc. On le voit bien, lorsqu'un hôpital est attaqué en cyber, il faut que les urgences continuent de fonctionner, même en mode dégradé. Et puis après, on remonte la pente et on sait réagir en prenant le temps d'analyser ce qui nous arrive, ce qui est le prochain coup, parce que lorsqu'on parle de menaces, c'est jamais de façon unique. Voilà. Donc, solidité de la chaîne de commandement, et puis une certaine forme d'autonomie qui nous permet d'être résilients. Hélène. Oui, Général, vous nous avez indiqué à l'instant qu'un des enjeux de l'armée était sa modernisation. Qu'est-ce qu'une armée moderne et comment est-ce qu'on la modernise, notre armée? Alors, une armée moderne est d'abord celle qui change ses vieux matériels. J'ai commencé avec un FAMAS, c'est un fusil que tout le monde connaît peut-être, avec un VAB. Je suis dans l'armée de terre, donc c'est une espèce de camion blindé. J'étais lieutenant, je rentre du Sahel, il y avait essentiellement des FAMAS et quelques fusils modernes. Il y avait essentiellement des VAB et quelques Griffons modernes. Donc changer ces équipements majeurs,
dans l'armée de terre, qui ont vécu pendant 40 ans à peu près. Changer ces frégates, qui pour certaines sont presque aussi vieilles. Ces avions, on vient d'abandonner un Transal qui a vécu 60 ans dans l'armée de l'air. Renouveler ces matériels majeurs, c'est une première part évidente de la modernisation. Mais la modernisation, elle est aussi plus discrète que cela et tout aussi fondamentale dans ce qu'on appelle les systèmes de commandement, l'informatique, le cyber, où là, on est en pleine révolution depuis maintenant 5-10 ans dans les armées, avec des systèmes de commandement qui sont durcis, interarmés, qui permettent d'intégrer les autres, des alliés, qui permettent de remplir toutes les fonctions de façon moderne, de façon inconcevable il y a 10 ans seulement. Et ça change la façon de commander, ça change la façon de combattre. On appelle ça du combat collaboratif, peu importe. Les engins se parlent entre eux et détectent une menace et proposent une solution grâce à de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un slogan, c'est juste la réalité de l'armée qu'on est en train de transformer en armée Scorpion, le mot code. Mais c'est pareil pour l'armée de l'air et pour la marine. Et donc le volet interarmé est de plus en plus fort, ça fait partie de la modernisation. Le durcissement face à des menaces qui viennent de l'espace, qui viennent du monde cyber, c'est aussi une réalité, c'est ça, moderniser. Et on repart pour des équipements majeurs, qui coûtent très cher, et on mesure bien l'effort de la nation, pour 20, 30, 40 ans. Quand on parle, alors c'est pas tout à fait la Bretagne, encore que la Bretagne en bénéficiera aussi, d'un porte-avions futur, on va le bâtir en 2035-2040, et il naviguera jusqu'en 2080. Les engins de l'armée de terre de base qu'on est en train d'acheter, ils seront encore présents jusqu'en 2060. C'est ça, moderniser les armées aujourd'hui. Hervé. Oui, vous parlez de fabrication de matériel et on espère que les Bretons seront au rendez-vous des appels d'offres parce qu'on voit l'armée dans son but premier, défendre, mais vous êtes aussi grand consommateur de fournitures, de matériel et les entreprises bretonnes peuvent y répondre bien évidemment. Ma question c'est plutôt, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'efforts de guerre ? La France, comme beaucoup d'autres pays, a envoyé beaucoup de matériel en Ukraine et finalement, sans doute, sommes-nous un peu appauvris de ce matériel-là. Est-ce qu'il faut que cette industrie, au profit de l'armée, se remette en marche pour fabriquer encore un peu plus, fournir à l'armée le matériel qu'elle a donné et puis de se reconstituer un stock pour que, si demain il y avait un nouveau conflit, nous puissions avoir suffisamment de matériel ? Alors évidemment, je suis jugé parti. Il me paraît évident qu'il le faut, mais en fait c'est parti. En réalité. Et même si nous ne voyons pas collectivement encore le détail de la déclinaison de cette loi de programmation militaire, je rappelle 400 milliards d'euros entre 24 et 30, entre 2024 et 2030, ou 413 milliards si on compte des recettes un peu exceptionnelles, peu importe. Non pas que 13 milliards importe, mais c'est parti, je m'explique. L'accélération voulue au niveau politique entre un cycle de conception d'équipement, sa définition exacte entre les armées et la DGA, puis la façon dont on le développe, on le fait développer par des industriels, français mais pas toujours, ou pas uniquement, selon ce dont on parle, c'est quelque chose qui est aussi une forme de modernisation, accélérer ce processus-là. Et concrètement, nous donnons aujourd'hui des canons aux Ukrainiens. Simultanément, Nexter produit beaucoup plus vite les mêmes canons César, puisque c'est évidemment simultané pour les raisons évidentes que vous évoquez. Éviter une prise de risque trop grande. Et ce processus est, je pense, n'en est qu'à ses débuts d'accélération par l'économie de guerre, l'économie de défense, on va dire. La déclinaison, tout simplement, en objets physiques que vont traduire ces millions et ces milliards d'euros, elle est assez manifeste. Aujourd'hui, dans une loi de programmation en cours, on peut dire, par exemple, que c'est la DGA qui maîtrise cela. On a environ 1 milliard d'euros dépensés dans le cyber entre 2019 et 2025. C'est juste considérable. La Bretagne en bénéficie, même si je parle là au niveau national, mais évidemment que la réussite de ce cluster cyber à Rennes, ou autour de Rennes, en bénéficie immédiatement, et c'est déjà le cas. 2024-2030, ça va être des chantiers énormes. En fait, on ne se rend pas tous compte, même moi, de l'ampleur de ce à quoi les entreprises françaises vont devoir répondre en termes d'accélération, en termes de projets majeurs. Alors, il y a des projets emblématiques. Je parlais du porte-avions, on peut parler du cyber, on parle de Scorpion, on parle de Rafale
pour Dassault. Et donc clairement, Dassault Naval Group sont des entreprises qui, d'ores et déjà, je pense, sont consolidées à travers les annonces faites et ce qui va être en décliné. Mais ça vaut, je le souhaite, pour aussi Nexter, Arcus et tant d'autres. Vous savez tous, et mieux que moi, que tous ces grandes industries de défense, en fait, font vivre beaucoup de PME et TPE partout sur les territoires, comme on dit aujourd'hui. On va vous remercier vraiment grandement. Merci, on peut vous applaudir, Général Laurent Michon, pour ces propos. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de ce TVR BPGO Business Club et d'avoir cheminé au cœur de vos troupes et de vos hommes. Merci encore, on était très heureux de vous accueillir. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.